Alors moi, c'est pas une révolution, mais je pense que l'acuité du débat sur le prix du foncier est quand même extrêmement forte. Surtout que je ne vous cache pas que c'est de plus en plus difficile de voir que d'un côté, on se mobilise autour de la puissance publique, que ce soit les pouvoirs publics nationaux ou locaux, pour un certain nombre de sujets. Par exemple, faire le métro du Grand Paris. Moi, je me suis beaucoup battue dessus, donc je sais de quoi je parle. Et je ne vous cache pas que c'est extrêmement difficile, quand vous êtes du côté des pouvoirs publics, de voir qu'en fait, que tous les efforts, y compris financiers, que vous apportez, vont en fait être notamment un enrichissement très fort de quelques propriétaires fonciers. Et sur cette question-là, aujourd'hui, je pense que la question, on est au-delà de la question de la régulation. J'ai entendu hier Alain Dinin qui évoquait l'idée maintenant de fixer toutes les charges foncières dans l'ensemble des concours et qu'on arrête les enchères, mais parce que c'est devenu dingue. C'est devenu complètement dingue. Et il y a un moment, et alors en plus, in fine, ça ne fait produire que des logements pour personne. C'est-à-dire qu'on peut produire des logements tellement chers à cause de ce coût du foncier qu'en fait, on ne va faire que offrir une offre pour justement des gens qui derrière vont les mettre sur des plateformes numériques telles Airbnb. Et je pense que c'est aussi d'ailleurs un des mérites du travail du député Laglaise de reposer la question. Mais là, sincèrement, quelques élus sont en train de s'en rendre compte et d'eux-mêmes sont en train de changer la donne. Quelques établissements publics d'aménagement maintenant, y compris en ayant un retour sur leurs expériences passées, c'est notamment le cas à Euratlantique, ont maintenant décidé de fixer tous les prix de charges foncières, donc de ne pas faire le concours là-dessus. Mais ça va maintenant se poser sur tous les terrains, parce qu'en fait, on le voit sur des grands concours, mais on le voit sur des dents creuses, des toutes petites opérations. Et vraiment, là, je pense qu'on a beaucoup porté depuis 15 ans la création des établissements publics fonciers heureusement qu'ils ont été là. S'il n'y avait pas les FIF en Ile-de-France, je ne sais même pas dans quelle situation on serait aujourd'hui. Mais y compris aujourd'hui, je pense qu'un établissement comme les FIF a besoin d'encore plus de moyens pour contraindre beaucoup plus l'achat des terrains. Et c'est là où, y compris le débat qu'on a eu longtemps, qui était de dire qu'on allait réguler, il y a un débat de savoir si on doit être beaucoup plus autoritaire sur certains sujets, beaucoup plus contraints. Mais on retrouve les débats de la table ronde de tout à l'heure avec les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'une grosse partie aussi de ces propriétaires fonciers sont des collectivités territoriales auxquelles on demande de pousser à la hausse des prix du terrain pour compenser la baisse d'un certain nombre de crédits. Bien entendu, mais là-dessus, je pense que quand on est élu local, et je le suis, on ne peut pas être dans l'ubiquité. Vous ne pouvez pas vouloir loger votre population et en même temps faire du bénéfice en exigeant en pratiquant des prix qui ne correspondent pas à la population. Je vais juste vous raconter une anecdote. Pendant des années, j'ai siégé à la réunion de la commission logement de Paris Métropole, qui était le syndicat, c'était dans les années 2010, c'était assez sympathique. Je me rappelle très bien d'une discussion sur le revenu médian des franciliens, qui est par ailleurs le revenu médian le plus élevé de France. Il est bien en deçà de ce que pensent l'ensemble des élus locaux. Donc aujourd'hui, ces ménages, et tu l'as dit pour des ménages qui sont dans l'intermédiaire, sont à moins de 3 000 euros par mois, à deux. On n'est pas sur des ménages qui gagnent 5 000 ou 6 000 euros. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas vendre vos terrains trop cher. Et c'est là-dessus, en effet, les collectivités doivent se responsabiliser. Mais elles ont des outils pour ça. Certaines communes, si elles avaient accepté il y a 15 ans de faire des conventions avec les PFIF en Ile-de-France, ne seraient pas aujourd'hui dans une difficulté, y compris à reprendre la main sur l'aménagement de leur ville, parce qu'ils ont laissé les propriétaires fonciers faire ce qu'ils veulent. Mais au-delà de ça, une vraie question qu'on ne pose pas assez politiquement, et là je reviens au débat politique, et le fait qu'il n'y ait pas eu de débat sur le logement en 2017 explique peut-être aussi nos difficultés aujourd'hui, c'est que sincèrement, quand l'État investit plusieurs milliards d'euros sur le métro du Grand Paris, sur les Jeux Olympiques, même si il n'y a pas d'argent comme ça, c'est quand même un investissement de toute la société, quand même demain, il faut qu'on sache qui va s'enrichir là-dessus. Et normalement, c'est la nation qui doit s'enrichir et pas quelques propriétaires fonciers. Je le dis parce que je me suis tellement battue pour les métros, les trams qui sont en train de sortir en Seine-Saint-Denis, où on a un phénomène d'éviction, mais qui est dingue, alors qu'on a fait ces trams dans le cadre de la rénovation urbaine pour répondre aux questions de l'enclavement de ces populations. Et ben, on est tellement fort que ces populations vont partir en Seine-et-Marne, là où elles n'ont aucune possibilité de transport. Et il faut vraiment qu'on ait conscience de ça, et c'est pour ça que je pense que le débat sur une régulation qui puisse être, y compris discutée, voire qui puisse être, voilà, je pense qu'il faut qu'on ose avoir le débat, parce qu'en fait, on est tous perdants à la fin. Est-ce qu'on peut inverser la machine ou est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas.
Nadia Bouillet. Toujours être optimiste, Catherine. Sinon, on n'avance pas, donc on ne va pas s'arrêter sur ça. Alors, au-delà des problèmes de foncier, je vous rejoins complètement. Je pense qu'il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, on a, si on revient sur le logement social, un parc de 5 millions de logements en France. Et je pense qu'on gagnerait énormément à redonner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux. Dans le sens où, aujourd'hui, on a une réglementation assez uniforme. C'est très, très complexe. On peut prendre des exemples concrets. En Ile-de-France, on a besoin de construire. Vous disiez que les agréments, c'est une catastrophe cette année. Nous, on a déposé plus de 4500 agréments, mais on ne va pas les avoir. C'est-à-dire qu'il y a des décisions dont on ne sait pas comment, puisqu'elles sont préinstruites, que tout va bien, et puis, clac, voilà, on ne les a pas. Donc, là, ça pose le sens. C'est-à-dire, l'agrément de logement social, c'est quoi? C'est l'État qui vérifie la solvabilité d'un bailleur social. Il vérifie finalement qu'on va pouvoir s'équilibrer sur 40 ou 50 ans, ce qui était bien, ça fait partie de la régulation du secteur. Aujourd'hui, il crée la RLS, ce qui fait que les loyers, on ne sait pas quels vont être les loyers finalement sur 40 ou 50 ans, puisque en fonction de la personne qui va habiter le logement, vous n'avez pas la même recette locative. Donc en fait, l'agrément devient complètement théorique, vous voyez. Mais malgré ça, c'est un outil de blocage. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte que déjà construire, c'est compliqué. Donc on a tout un acte de construire qui est compliqué. On a une réglementation qui reste la même qu'avant, alors que si on veut faire bouger les choses, il y a des choses assez simples. Maintenant que l'État pousse à fusionner les opérateurs, à avoir plus de 12 000 logements, il y a peut-être un sens à redonner aux conventions d'utilité sociale et à avoir, un volant contractualisé de production. Et sur l'autre champ de l'individualisation, et ça permettrait d'ailleurs de mettre en place des choses plus individuelles, de pouvoir avoir plus de marge de manœuvre contractualisée. L'autre champ, c'est les attributions de logements sociaux, où là aussi, il va falloir qu'on aille un peu plus vers un demandeur qui est acteur de sa demande. Alors ça se met en place, il y a plein d'initiatives comme Échanger Habiter dans laquelle on a adhéré, mais moi je crois beaucoup à ce type de redonner, aux demandeurs une capacité de choix, ce qui permettrait une meilleure allocation globale du parc avec justement les technologies qui existent aujourd'hui. Mais ça nécessite une certaine confiance et ça nécessite effectivement de réouvrir certaines réglementations figées depuis les années 70 et qui nous permettraient, avec ces marges de manœuvre, de pouvoir suivre ces révolutions et évoluer dans le bon sens. C'est un changement de modèle et de sémantique. Il y a beaucoup de changements. Serge Contat C'est simple. Ouais. Oui, peut-être un mot sur le Grand Paris. Bon, juste quelques valeurs. Le prix du mètre carré à Paris, c'est moyen est à 10 000 euros. Combien est à 10 000 euros. Oui, 10 000, oui. Voilà. Et autour des stations du Grand Paris, à peu près 3 500 au mètre carré aujourd'hui. Donc cet effort de régulation pour qu'effectivement, ça ne soit pas uniquement des mécanismes de rente foncière, on pourrait détailler, qui agissent. Il faut vraiment, je pense qu'un certain nombre d'outils dans le dernier rapport parlementaire, il faut vraiment s'en emparer. Je pense qu'il faut, internaliser ces besoins en logement tout public, du très social à l'intermédiaire, dans les équilibres très en amont des opérations. Donc ce renforcement de la politique foncière, il est urgentissime. Voilà. Et puis un dernier chiffre que j'ai pas cité sur moi, ce qui me frappe, c'est quand même sur la demande. C'est quand même là aussi l'explosion quantitative de la demande. Voilà, moi j'ai commencé à faire ce métier, il y avait 130 000 demandeurs de logement social à Paris. Il y en a 260 000. Voilà, ça interroge sur, au fond, les évolutions de la société française depuis une quinzaine d'années et qui nous interpelle tous comme professionnels, comme responsables politiques, comme acteurs, comme financeurs. C'est pour partie compréhensible, mais c'est pas supportable. Le soutien des financeurs, on peut parler de l'initiative d'Impact Investing. Alors, oui, pour reprendre ce que disait M. Hichet sur l'individualisation en fait du logement, nous, on a essayé de le faire avec un fonds à impact, puisque
pour faire un fonds à impact, il faut savoir ce que l'on va mesurer. Et on a décidé, avec cette Russie Partners, de créer ce fonds qui est à destination de publics dans des situations d'absence de logement. Et là, nous avons dit à nos investisseurs, voilà, on va créer un fonds dans lequel, pour 100 d'investissements, 80 seraient investis sur une poche à rendement classique, sur des bureaux en province, sur des résidences services seniors ou des résidences étudiantes, qui produiraient un rendement habituel pour ce type de résidence, c'est-à-dire autour de 4%. Et 20% de votre investissement va être dédié à des opérations soit de promotion, soit d'acquisition en l'état de petites unités de logement, entre 10 et 30 logements, qui pendant l'ensemble de la durée du fonds vont être mises à disposition de 2 associations, Habitat et Humanisme en province et le SAMU social de Paris. Nous avons déterminé un certain nombre de villes, donc de grandes métropoles en province, et puis certains départements, le 77, le 91, le 92 et le 94. En fait, ces logements, qui sont soit à construire, soit à rénover, vont permettre à ces 2 associations de réintégrer véritablement des personnes en grande difficulté et de leur permettre, parce que ces logements vont être dans un tissu en développement, de pouvoir avoir accès aux écoles, aux centres de soins, à des pôles de travail. Aujourd'hui, on a levé à peu près 100 millions d'euros. Nous avons signé notre première résidence étudiante qui va contribuer à la poche rendement, et nous étudions 3 opérations de logement. Néanmoins, la difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, c'est que le logement très social, qui est considéré comme du logement d'urgence, n'entre pas dans la poche de logement social. Et donc nous avons des mairies qui nous ont dit, mais non, moi je... Vous voulez dire sur l'article 55 de la loi SRU, c'est ça? C'est pas pour ça qu'elles disent non. Je sais pas. Non, mais... Alors, il y a aussi la peur. Mais non, mais c'est plus que la peur. On va... Non, mais... Ah non, là-dessus, je vais vous dire, je suis assez claire. Sur l'hébergement d'urgence, voilà, il y a des maires qui disent oui parce qu'il faut y contribuer, et il y en a qui ne veulent pas. Après, ils vous trouveront les arguments qu'ils veulent. Ça ne rentre pas dans l'article 55, c'est pas ceci, c'est pas cela. Simplement, ils ne veulent pas des personnes très pauvres. Et ça, c'est une réalité. Et malheureusement, heureusement qu'il y a beaucoup... Je sais que j'en fais rire là parce qu'ils me connaissent par cœur là-dessus, mais je l'ai assez vu, je me suis assez battue avec des maires. Vous savez, il y a même un maire en Ile-de-France qui ne veut pas que l'association Aurore réhabilite son centre d'hébergement d'urgence parce qu'il lui exige 100 places de parking. Voilà. Donc vous savez, là-dessus, on a un débat qui est malheureusement qui relève plutôt d'un sujet politique, qui est de savoir si tout le monde veut contribuer ou pas à prendre en charge les difficultés de notre société. Et malheureusement, il y a des élus qui l'ont fait toujours et d'autres qui ne veulent pas le faire, même à une échelle très faible. Après, demain, on le ferait entrer dans l'article 55 et d'ailleurs, ça ne peut pas parce que c'est pas du logement, les gens n'ont pas de bail, donc ils peuvent. Mais on le ferait rentrer, ils diraient non quand même pour d'autres raisons. Donc malheureusement, c'est un autre sujet. Après, on va se battre. Hein. De toute façon, c'est le but du fonds et on va développer les moyens nécessaires. Mais c'est vrai que c'était une première difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés. Ceci dit, quand vous discutez avec les 2 associations en question, le besoin est tellement crucial que et l'objectif, je trouve, a aussi séduit nos investisseurs parce que je pense que c'est une noble cause. Je pense qu'il faut qu'on se batte et qu'on arrive à aboutir, à faire accepter par les municipalités d'avoir ces petites unités, puisqu'il s'agit de 10 à 30 logements, qui vont faire avec une présence des associations sur place. Donc, oui, il y a un accompagnement, il n'y a pas... de laisser ces gens à l'abandon et sans encadrement. Donc nous allons œuvrer pour avancer dans le développement de ce fonds qui est encore une fois déjà remporté un beau succès auprès des investisseurs et qui a pour objectif de lever 300 millions d'euros. L'objectif, c'est 300 millions d'euros. Absolument. D'accord. Absolument. Ok.
André Hichet, je vous ai interrompu tout à l'heure. Non, mais finalement, il me semble que ressort de nos échanges, d'après moi, 3 révolutions, mais qui restent à conduire pour une grande part. Il y a la révolution sur la manière dont on approche finalement l'investissement dans l'habitat. Je pense que, je l'ai déjà dit, elle est importante parce que la fiscalité, parce que finalement ce que Emmanuel exposé, c'est-à-dire 70 milliards de produits, 40 milliards d'euros de dépenses. Enfin, ça traduit le fait que l'habitat n'est quand même pas complètement prioritaire dans nos politiques d'investissement, ça c'est clair, et je pense que à terme, c'est une erreur assez dramatique. Bon. Deuxièmement, on voit bien qu'il y a la question de l'individualisation qui reste à conduire, mais qui est quand même un sujet très important pour l'avenir. Troisièmement, ça a été longuement débattu. Je pense qu'effectivement, les questions de démembrement sont fondamentales. Elles sont fondamentales d'ailleurs pour des raisons assez évidentes finalement. C'est que, encore une fois, le cycle de croissance de notre économie, enfin le rythme de croissance de notre économie a fortement décru. Et à partir de ce moment-là, quand on a 0,8 points de croissance, c'est pas la même chose que quand on a 3,5 points ou 4 points de croissance. C'est-à-dire que le rythme d'amortissement pour une part croissante de la population ne peut pas être le même. Et donc, au fond du fond, les démembrements de propriété, c'est ni plus ni moins le fait que de retirer la composante foncière de ce processus pour la gérer autrement. Bon, de ce point de vue, d'ailleurs, le fait que la Caisse, comme ça a été rappelé, ait injecté des prêts à 80 ans, on se rapproche de la rente perpétuelle, en quelque sorte. Hein. Bon, voilà, on voit bien quelle est la problématique de fond qui sous-tend ces évolutions-là. Bon, tout ça, ça reste... On le voit s'ébaucher, on voit un nouveau monde qui apparaît. Mais ce nouveau monde, il n'est pas encore accouché. Hein. Il faut continuer à l'accompagner. Après... Il y a quand même, à côté des 3 grandes révolutions, il y a une multitude de petites évolutions. Et parmi les petites évolutions, Napoléon disait que la guerre est un art simple et tout d'exécution. Parmi les éléments d'exécution, il y a par exemple quelque chose qui a des chances d'apparaître crûment pour les bonnes raisons qu'Emmanuel évoquait à la fin de l'année, ou en tout cas au cours de l'année prochaine, c'est la question des agréments. La question des agréments. Le jour où on va découvrir que la production diminue quand même, assez sensiblement, mais qu'en même temps, il y a des stocks d'agréments qui ne sont pas examinés, qui restent en souffrance, ça va quand même poser un petit problème. Et je ne suis pas là pour faire de la délation, j'explique, comme disait Audiard. Mais pour expliquer, je vous citerai le cas d'un territoire que je ne citerai pas, où les besoins ne sont pas tout à fait mineurs et où tel responsable de l'examen de ces demandes d'agrément en logement intermédiaire a décidé qu'il les examinerait une fois par an. Voilà, no comment. Une fois qu'on a examiné ce genre de situation, on voit bien que sans réaliser dès demain les 3 révolutions, mais qu'il faudra réaliser après-demain quand même, hein, il y a quand même des ajustements opérationnels, administratifs qu'on peut opérer de manière assez évidente. Voilà. Encore faut-il que le principe d'autorité soit restauré dans toutes les sphères de la société, me semble-t-il. Pour conclure, peut-être un dernier mot à chacun d'entre vous. Alors, moi, c'est pas moi, je vais vous faire... Tu as parlé de Napoléon, moi je vais vous citer Winston Churchill, qui va bien avec le thème de cette table ronde. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes engagées et réfléchies puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé, que cette citation nous inspire. Winston Churchill, merci. Moi, je reprendrai bien, j'aurais dû la garder pour la fin, hein, tant pis, mais au fond, cette ligne de sobriété créative, je pense que ça nous résume bien ce qu'on essaye de bâtir à la RIVP. Alors, moi, j'ai rien préparé. Je dirais simplement qu'il faut, après cette matinée, je pense que le champ des possibles est grand et qu'il nous faut à la fois résister
et avancer. Je n'oserais pas dire qu'il faut nous mettre en marche parce que nous le sommes déjà, si j'ai bien compris toutes les initiatives qui ont été faites. Mais je pense qu'il faut continuer et avancer, se battre et innover, pour cette cause qui est plus que noble. Moi, je dirais qu'on a beaucoup parlé de nos difficultés, des contradictions qui s'imposaient à nous, mais on n'est pas du tout dans un mode plaintif, ni défensif d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans cette salle, je pense que ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on croit beaucoup au fait que faire du logement, c'est faire société, c'est être inscrit dans une vie commune. Et c'est ça notre force. En fait, c'est ça notre force, et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à être offensif. Et y compris ne jamais penser que, y compris quand tu as un fonctionnaire dont j'ai compris qui c'était, qui te dit une fois par an, tu veux, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'appeler pour lui dire à la retraite c'est quoi ce un jour, bordel. le fonctionnaire. Non mais sincèrement, je pense qu'on produit quelque chose d'essentiel pour notre société. Et tous les discours contraires qui nous expliquent qu'on est une économie qui bouge pas, que tout ça c'est rien, que c'est immobile et tout ça, enfin nous on loge des gens. À la fin, on loge des gens, on fait la ville et on fait la vie. Et c'est ça qu'on ne doit jamais oublier. Parce que, et peut-être que les gens qui ne connaissent pas notre secteur ne le comprennent pas, mais nous, on sait qu'à la fin de tout ce qu'on a fait, et même quand on se plante ou qu'on réussit, il y a des personnes qui vont un moment habiter dans ce qu'on est en train de faire, et d'ailleurs qui vont y travailler. Et c'est ça qui fait aussi la force de notre secteur. Il ne faut pas se laisser abattre, vraiment, y compris quand on est sous le feu des critiques ou des petites phrases assassines. Merci. Je partage une fois de plus les conclusions. C'est une harmonie. Non, mais peut-être. Oui, à moins que ce soit toi qui te rapproches. Mais enfin, l'avenir le dira. Non, simplement, l'intérêt de cette table ronde, peut-être, c'est que sans le savoir, Emmanuel, nous avons tous appliqué, me semble-t-il, les recommandations que le général de Gaulle adressait à ses ministres. Plus haut, messieurs, c'est moins encombré. L'appel au général de Gaulle. Alors là, pour conclure, merci. On a du mal à ajouter quoi que ce soit. En tout cas, on espère bien que cette discussion et votre appel vers plus un appel offensif du logement social aura été entendu jusqu'à Bercy, notamment. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci pour la qualité de ce débat.